Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. La Mauritanie a célébré cette année la journée internationale des personnes à besoins spécifiques sous un thème fort, l'inclusion est un droit et l'autonomisation est une responsabilité. Une commémoration marquée par l'implication personnelle de la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, dont la présence symbolise l'implication personnelle de la première dame, Mariam Mohamed Fadel Dah, dont la présence symbolise un engagement national en faveur de l'inclusion, de la solidarité et de la justice sociale. Avec de nouveaux projets, des financements renforcés, des partenariats structurants, notamment avec Taazour, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. Notre pays franchit une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le handicap. Pour comprendre ces avancées, leur impact et les défis encore à relever, nous recevons aujourd'hui M. Alioune Haïdara, directeur des personnes en situation de handicap au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Lehbous El-Eid, président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose d'écouter cet élément introductif. L'objectif de cette commémoration est de souligner la nécessité de promouvoir la participation des personnes handicapées à divers aspects de la vie. Autre objectif, garantir leur droit à l'éducation, au travail et aux services essentiels. La supervision de cette édition par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, témoigne de la grande attention qu'elle porte aux personnes handicapées et son désir constant de soutenir les programmes visant à les autonomiser, consolider leurs droits et renforcer leur participation à la vie publique. Dans son discours à cette occasion, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Dah, a exprimé sa joie de partager avec cette catégorie les activités de la Journée internationale des personnes handicapées, qui voit la signature de plusieurs partenariats entre divers secteurs gouvernementaux afin de renforcer le travail social ciblant cette catégorie et de consolider le principe selon lequel l'autonomisation des personnes à besoins spécifiques est la responsabilité de toute la société. Il a ajouté que les mesures prises aujourd'hui viennent renforcer les efforts considérables déployés par l'État pour l'autonomisation de cette catégorie à différents niveaux, soulignant que la société ne peut progresser qu'en s'occupant de tous ces enfants, de manière à ce qu'ils aient les mêmes opportunités et soient habilités à jouer leur rôle de la meilleure façon possible. La première dame a réitéré son soutien à tous les efforts gouvernementaux et communautaires visant à autonomiser les personnes ayant des besoins spécifiques, considérant que ce soutien n'est pas un devoir circonstanciel, mais un engagement national et humain qu'elle assume avec pleine conviction et responsabilité. Et à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Sefia Mintisteha, a déclaré que la Mauritanie a réalisé des progrès significatifs sur la voie de l'inclusion sociale ces dernières années, notamment l'adoption de la stratégie nationale pour les personnes handicapées, l'intégration de la dimension du handicap dans le recensement général de 2024, l'augmentation du niveau des dépenses publiques allouées à ce groupe, le développement de l'éducation spécialisée, la fourniture d'équipements de mobilité, la délivrance de cartes d'invalidité à plus de 18 000 personnes, en plus de la fourniture d'une assurance maladie et de transferts monétaires à des milliers de familles et enfants handicapés. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales pour les personnes handicapées, Lehbous El-Eid, qui a déclaré que la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées représente une étape importante pour souligner la nécessité de promouvoir l'inclusion sociale et consolider les droits de ce groupe. Saluant les efforts déployés par le gouvernement ces dernières années pour améliorer l'accès aux services de base. Pour l'UNICEF, l'adoption de la stratégie nationale pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées
représente une transformation historique qui témoigne d'une ferme volonté politique de faire l'inclusion un pilier de développement. La Mauritanie a franchi une étape majeure en se rappelant l'an dernier, presque à la même date, en décembre 2024, en adoptant par le Conseil des ministres la première stratégie nationale de l'inclusion et de promotion des droits des personnes handicapées. Une stratégie qui vise la décennie 2024-2034. Une stratégie qui a été adossée d'un plan d'action budgétisé avec un calendrier de mise en œuvre et qui précise les responsabilités de chacun, que ce soit gouvernement, société civile, collectivités locales et acteurs du territoire. Ce cadre national traduit effectivement une volonté politique claire, faire de l'inclusion un pilier durable du développement social du pays. En ligne avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la stratégie nationale de la Mauritanie fixe des engagements intégrés et concrets, qu'il s'agisse de l'accessibilité physique, la mobilité, les transports, de l'adaptation des services publics, de la santé, de l'éducation ou de l'accès, évidemment, à l'emploi, à la participation et à la citoyenneté. Pour la République fédérale d'Allemagne, la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées nous rappelle une vérité fondamentale. La valeur d'une société se mesure à sa capacité d'offrir à tous un espace juste et accessible. La célébration d'aujourd'hui montre une volonté nationale affirmée d'avancer vers une Mauritanie où les personnes handicapées disposent des mêmes possibilités que les autres citoyens. Cette orientation est essentielle pour la cohésion sociale et la stabilité à long terme. La Mauritanie est un partenaire important de l'Allemagne, ce qui est illustré par une intensive coopération entre nos deux pays. Au-delà de la coopération bilatérale, l'Allemagne fournit un soutien d'ampleur et dans la durée au programme de résilience, de protection sociale et de soutien aux réfugiés, mis en œuvre par l'UNICEF, le PAM et le UNHCR en Mauritanie. L'objectif commun de ces programmes, soutenir les personnes les plus vulnérables. Dans ce cadre, l'Allemagne attache une grande importance à l'autonomie des personnes handicapées. La cérémonie a également donné lieu à la signature d'un accord de coopération entre le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille et la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Objectif, renforcer leur partenariat dans la mise en œuvre de programmes destinés aux personnes handicapées. La cérémonie comprenait également des présentations et des segments consacrés à la mise en valeur des expériences nationales dans le domaine de l'inclusion et de l'autonomisation, ainsi que la démonstration des efforts visant à soutenir la participation de ce groupe dans divers domaines socio-économiques. Merci Bokar Baylaba. Monsieur Alioune Haïdara, je rappelle que vous êtes directeur des personnes en situation de handicap au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Ma première question s'adresse à vous. Que représente pour le MASEF la supervision de cette journée par la Première Dame? Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Al Mauritania pour l'occasion, l'opportunité de nous exprimer sur les questions concernant le handicap. Donc, qui dit handicap dit les personnes handicapées qui constituent une frange importante de la société. Donc, selon les dernières statistiques, ils sont plus de 10% de la population. Donc, et pour répondre à votre question, je vais dire que la supervision de la cérémonie de lancement des activités commémoratives
de la Journée internationale des personnes handicapées cette année constitue, à mon sens, comme ça a été dit dans le reportage, un engagement solennel, un appui, un soutien au département. Et par son engagement, elle engage un peu les différents niveaux, au niveau du ministère, au niveau des partenaires, au niveau des organisations de personnes handicapées. Donc cela ne va faire que renforcer l'engagement et la disponibilité de tous les acteurs concernés à œuvrer davantage pour la question de l'inclusion. Et aussi, en même temps, ça va permettre d'assurer un plaidoyer soutenu pour la mise en œuvre de politiques et de programmes plus inclusifs et au final contribuer à rendre notre société plus inclusive des personnes handicapées. Merci. Monsieur Lehbous, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées. Comment les associations évaluent-elles les avancées annoncées lors de cette journée commémorative? Merci. D'abord, je tiens à remercier la Mauritanienne pour cette opportunité qui vient à point nommé parce que ça vient clôturer la semaine d'handicap qui a démarré le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, cette année, cette semaine de handicap a été une première dans l'histoire du mouvement des associations de personnes handicapées parce qu'elle est novatrice en ce sens que beaucoup de réalisations ont été inaugurées et évaluées lors de cette journée. Vous l'avez bien dit, la stratégie nationale d'inclusion et de promotion des droits des personnes handicapées a été adoptée en Conseil des ministres le 2024, le 11 décembre 2024. Et donc, c'est la première, si vous voulez, le premier anniversaire de cet engagement très fort du gouvernement, parce que pour la première fois en Mauritanie, une stratégie on ne peut plus inclusive, complète et globale a été élaborée après un long processus et avec tous les départements de l'État, de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Et donc, une vision partagée, bien mûrie, et qui a en tout cas donné le résultat d'un document avec un plan d'action chiffré et qui met de l'inclusion une priorité nationale. Ceci répond parfaitement bien aux instruments internationaux, à la loi nationale 43-2026 et l'engagement de l'État dans le cadre des ODD et l'agenda 2030. Et donc, c'est un document qui est venu couronner tous ces efforts-là et mettre en lien tous les engagements internationaux pour aboutir à un document qui peut concrétiser et mettre en relief tous ces engagements nationaux et internationaux pour enfin montrer la place que doivent occuper les personnes handicapées dans la société. Vous savez que la dimension handicap doit figurer dans tous les programmes sectoriels de l'État.
et finit avec l'assistanat, avec le fait de sélectionner ou mettre, fourrer les besoins des personnes handicapées dans un panier et dire allez-y voir ce panier-là s'il y a quelque chose. Aujourd'hui, chaque ministère, dans tout ce qui est fait pour le bien-être des citoyens, doit savoir que les personnes handicapées sont dans cette programmation-là. Que son programme doit être inclusif. Et pour que ça soit inclusif, il faudrait que les préalables soient mis en place. C'est quoi? C'est l'accessibilité, c'est la participation, c'est la non-discrimination, c'est l'accès aux services essentiels de base, c'est la sensibilisation et enfin, tout ce qui est destiné à l'humanité, aux citoyens en général, doit faire place aux personnes handicapées. Maintenant, permettez-moi de vous relancer un peu. Et quel regard portez-vous sur l'engagement constant de la Première Dame envers la communauté des personnes handicapées? Eh bien, l'engagement de la Première Dame a été une bouée de sauvetage pour les personnes handicapées. Parce que leurs besoins et préoccupations sont portés à tous les niveaux. Et c'est un avocat très puissant et très intentionné pour que les problèmes des personnes handicapées soient au centre d'intérêt des départements concernés. Et donc, si aujourd'hui on est dans une situation en matière de statistiques acceptables, raisonnables, c'est grâce à la Première Dame, parce qu'elle a tenu à ce que la société civile soit impliquée dans les campagnes de préparation, d'exécution de ces recensements-là de la population, de l'habitat et de la population, si bien que partout, dans toutes les régions et au niveau national, les personnes handicapées ont été impliquées et ils ont pu sortir les personnes handicapées de leur caserne. Parce que d'aucuns disent que les personnes handicapées ne se voient pas parce que leurs parents les cachent, parce que c'est une honte, parce qu'il y a des préjugés. Et avec la participation de la société civile handicapée, a pu montrer aux parents, aux familles, à la société, que les personnes handicapées doivent sortir, ils doivent revendiquer leurs droits, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, à la protection, et à tout ce qui est destiné pour leurs semblables. Donc, avec l'engagement et l'intervention, l'accompagnement heureux et le suivi de la Première Dame, a permis vraiment de mettre sur table les besoins de cette catégorie-là. Et tous les départements ont été touchés et sensibilisés, interpellés pour prendre les responsabilités dans ce sens-là. Donc, nous disons que c'est une bouée de sauvetage et vraiment une action très musclée pour rompre avec les traditions, mettre de côté une partie de la population et travailler dans notre... Donc, nous sommes aujourd'hui membres on se sent au centre d'intérêt et membres de cette communauté-là. On voit chaque fois qu'il y a un projet, on essaie de tester est-ce que nos problèmes sont à ce niveau-là. Nous avons trouvé les moyens de pouvoir tester l'implication et la prise en compte de la dimension handicap dans tous les programmes grâce à cette intervention-là, parce qu'on ne peut plus nous larguer au second plan. Merci. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quels sont les principaux acquis obtenus ces dernières années en matière d'inclusion sociale des personnes handicapées? Très bien. Donc, je dirais que ces dernières années, il y a beaucoup d'acquis, beaucoup de réalisations
qui ont été faites en faveur des personnes handicapées. Bon, je m'avais débuté par les aspects liés au budget. Sur le plan budgétaire, on a constaté que ces dernières années, tous les programmes orientés vers les personnes handicapées, que ce soit les programmes de protection sociale, que ce soit les programmes visant l'éducation, l'enseignement, que ce soit des programmes de formation, que ce soit des programmes d'accès aux soins, d'assurance maladie, que ce soit des programmes d'appui, de soutien ou d'investissement en matériel et équipement destinés aux personnes handicapées. Si on essaye un peu de voir l'évolution dans le temps de ces programmes, en termes de budget, en termes de financement, on constate que vraiment, il y a un grand écart en comparaison avec la période précédente, c'est-à-dire avant 2019. Donc, à titre d'exemple, on a plusieurs programmes tels que, dans le cadre de la protection sociale, qui permet l'accès des filets sociaux, des transferts monétaires à des groupes très vulnérables tels que les enfants polyhandicapés, donc qui constituent un groupe vraiment qui est dans le besoin extrême. C'est des enfants connus dans une situation qui ont besoin d'une assistance permanente, d'un tierce, mais également d'une certaine prise en charge sanitaire, alimentaire, etc. Donc, l'État avait bien entendu mis en place un programme qui date d'antan, depuis les années 2013-2014, mais qui ne bénéficiait qu'à 110 en famille qui ont ces enfants-là. Mais à partir de 2020-2021, on a constaté qu'il y a eu une augmentation exponentielle, comme je l'ai dit, des budgets. Donc on est passé à 110 à 500 et quelques enfants. Et en 2022, 2023, 2024, aujourd'hui actuellement, on est à 1050 enfants polyhandicapés pris en charge au niveau national. Donc ils reçoivent des transferts monétaires mensuels durant toute l'année. Et ces budgets, je rappelle, sont inscrits dans la loi de finances. Ça veut dire que c'est un engagement de l'État en faveur de cette couche vulnérable. Si on se réfère aussi à l'assurance maladie, donc qui est un droit, l'accès aux soins, donc la loi consacre aux personnes handicapées l'accès aux soins. Donc l'assurance maladie est venue pour satisfaire un peu ce droit-là. Donc on a, comme je l'ai dit, avant 2019, il n'y avait pas une assurance quelconque. Il n'y avait pas d'assurance maladie pour les personnes handicapées. Donc, les personnes handicapées étaient tout simplement, comme tout le monde, les malades indigents. Il y avait une prise en charge simple, ordinaire. Mais à partir de 2020, le ministère de l'Action sociale a signé la première convention d'assurance maladie avec le ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc cette convention a permis de prendre en charge des centaines de personnes handicapées. Et, comme je l'ai dit, avec l'évolution, avec le temps, ce budget consacré à l'assurance maladie a évolué également. Donc, pour atteindre aujourd'hui près de 4000 assurés, donc pris en charge sur le budget de l'État. Donc, il y a aussi une instruction budgétaire au niveau de la loi des finances qui est donc transférée à la CNAM pour pouvoir prendre en charge donc ces personnes handicapées dans le besoin. Donc, à cela s'ajoute un peu la création, comme je l'ai dit, sur le plan de l'éducation, d'une école nationale de l'action sociale, donc qui est une nouvelle école créée il y a 2 ou 3 ans. Donc son rôle, c'est de former les ressources humaines
de l'action sociale, les ressources humaines, de l'éducation spécialisée pour les enfants handicapés. Donc, il y a eu des dizaines de formateurs qui ont été formés pour venir pallier, combler l'insuffisance ou le manque de ressources humaines spécialisées pour la formation, la prise en charge des enfants handicapés. Il faut ajouter à cela aussi qu'il y a eu la délégation TAASO, donc, qui a été créée et qui a vraiment contribué de manière très significative à la protection sociale des personnes handicapées, donc qui a eu à assurer plus de 100 000 ménages, dont des milliers de personnes handicapées et leurs familles, donc bénéficient de ça. Donc ça, c'est des programmes ambitieux, c'est des programmes qui, à travers ces programmes, il y a eu vraiment des investissements assez importants. Bon, je n'oublie pas un point important, c'est qu'aussi, il faut rappeler que par rapport à ces acquis-là, dans le domaine de l'inclusion sociale, que nos partenaires techniques et financiers, dans le cadre de la Covid, la riposte aux effets de la Covid, on a eu nos partenaires, comme vous avez vu, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, qui a eu, donc qui était un partenaire important à travers l'UNICEF, ont eu aussi à contribuer au financement de programmes de protection sociale qui ont permis de prendre en charge plus de 12 000 ménages avec personnes handicapées à Nouakchott et de prendre en charge 6 000 ménages avec enfants handicapés dans 6 wilayas de l'intérieur. Donc ces programmes-là ont contribué, dans le cadre de la riposte, comme je l'ai dit, à la Covid, à atténuer les effets pervers ou négatifs de la Covid. Donc, ces programmes-là ont largement contribué, et y compris, bien entendu, avec les transferts, il y a eu aussi un programme d'insertion, d'autonomisation économique, donc à travers des AGR qui ont été aussi financés. Donc, le tiers de ces 12 000 ménages ont eu à bénéficier d'AGR. Donc, c'est dire que ces dernières années, vraiment, il y a eu vraiment de grandes réalisations en faveur de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Ça, c'était pour les acquis. Maintenant, dans quelle mesure les politiques sectorielles vont prendre en compte la question de l'inclusion des personnes handicapées? Monsieur le Président nous a un peu parlé de cela. D'accord. Si vous pouvez... Très bien. Donc, comme il a eu à le dire, il faut comprendre que la question du handicap, elle est multisectorielle, multipartenariale. Donc, l'handicap est une question transversale, donc qui implique tout le monde. Donc, l'État, la société civile, les organisations de personnes handicapées, les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers. Donc, la société, globalement, donc c'est une question qui nécessite que tout le monde œuvre, travaille ensemble, parce qu'il n'y a pas un secteur qui peut satisfaire les besoins des personnes handicapées. C'est tous les secteurs. Parce que si on dit le transport, l'éducation, la santé, le transport, l'équipement, donc tous ces différents secteurs ont une mission particulière qui va contribuer à satisfaire les besoins des personnes handicapées. Donc quand on dit l'accessibilité, c'est le rôle du ministère de l'équipement. Quand on dit l'accès au transport, c'est également le même. Quand on dit les soins, c'est le même. Quand on dit l'éducation, etc., etc. Donc, le MASEF est un ministère clé, important, qui a un rôle de coordination, qui a un rôle d'appui dans le domaine de la protection sociale. Donc, elle a des tâches, des programmes qui vont à l'endroit des personnes handicapées, mais ne sauraient fournir les autres, satisfaire les autres besoins. Donc, les politiques inclusives, par rapport aux politiques inclusives, la stratégie d'inclusion des personnes handicapées prévoit, notamment au niveau de son plan d'action, que des budgets doivent être consacrés par les différents ministères.
Donc la question de l'inclusion, c'est une question que tout le monde soit sensibilisé, conscient que les personnes handicapées doivent être prises en compte dans tous les programmes. C'est-à-dire, donc, quand on dit pris en compte, ça veut dire consacrer des budgets. Et la Mauritanie, cette année, a eu à prendre un engagement important, un engagement fort, lors du sommet mondial sur l'handicap, qui s'est tenu en avril 2025 à Berlin, un engagement qui consiste à consacrer 1,5% du budget de l'État d'ici à l'horizon de 2025 à l'horizon 2030. Donc progressivement, il y aura un marqueur de budget qui va permettre de voir un peu les différents ministères, qu'est-ce qu'ils ont consacré à l'inclusion des personnes handicapées. Parce que comme je l'ai dit, la question de l'habitat, la question de l'équipement, il y a des ministères qui sont là pour ça. Donc, c'est l'habitat qui construit les bâtiments publics. Donc, c'est par exemple au ministère de l'Habitat de consacrer des budgets pour rendre ces bâtiments accessibles, pour créer les aménagements raisonnables en cas de besoin, et également les différents ministères. Donc, je crois que même dans le plan d'action de la stratégie, il est prévu un certain nombre d'actions. À chaque fois, quand on définit une action, on définit également les différents acteurs, les responsables de cette action. Donc, en fonction du ministère chef de file, qui est clé pour cette action ou qui est le premier responsable. Donc là, c'est à travers cette approche-là, au fur et à mesure, les budgets seront consacrés pour que les politiques soient inclusives. Mais comme l'a dit M. le Président, pour que ces politiques soient inclusives, on peut les mesurer. On peut avoir, il y a un marqueur de budget, on va avoir les budgets qui sont consacrés. Si les budgets sont consacrés, on est certain qu'on va s'orienter vers des politiques et des programmes plus inclusifs des personnes handicapées. Mais en même temps, par rapport à ces politiques inclusives, on a la possibilité de mesurer ou de savoir est-ce que tel ou tel programme, est-ce qu'il est inclusif, est-ce qu'il prend en compte l'inclusion. Donc comme il l'a dit, il faut d'abord que le programme soit lié à l'accessibilité, il faut aussi l'implication, la participation des personnes handicapées, donc il faut aussi le soutien, la sensibilisation, il faut aussi que ces programmes soient faits de manière qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est-à-dire que ce soit des programmes qui prennent en compte tous ces aspects. Merci. Donc ces différents aspects, ce n'est pas l'œuvre de... tout cela émane de la loi, des droits, émane de la Convention. Il y a une Convention sur les droits des personnes handicapées, donc qui prévoit qu'il y a un certain nombre de principes, parmi lesquels l'accessibilité, la non-discrimination, l'accès aux aides de soutien, et la sensibilisation, la vulgarisation un peu de l'information. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, quelles sont les attentes prioritaires des personnes handicapées que vous représentez ici? Eh bien, les priorités, c'est de se voir dans tous les programmes, c'est de se voir les enfants aller à l'école comme les autres, avec et en même temps que les autres. C'est de savoir qu'au niveau de la santé, au niveau des centres de l'accueil et du plateau technique du médecin, qu'il y ait une place réservée aux personnes handicapées, quel que soit leur type d'handicap. Quand on est en fauteuil roulant, qu'il y ait l'accessibilité. Quand on est malentendant, qu'il y ait un interprétariat pour que le médecin puisse savoir de quoi souffre ce patient. Quand on est des enfants autistes ou autres problèmes,
qu'on ne puisse pas attendre, faire la queue du matin jusqu'au soir, parce que c'est des enfants qui ont des besoins spéciaux, ils ont des comportements, quand on ne s'occupe pas d'eux, qui sont vraiment contraignants. Donc, ça, c'est le côté d'abord accueil, accès aux services. Maintenant, de l'autre côté de la santé, c'est la prise en compte, c'est la prise en charge médicale. C'est par exemple l'assurance maladie. Mais avant l'assurance maladie, il faut ce préalable. Moi, avant qu'on sache de quoi j'aurais besoin comme assurance, il faudrait d'abord que j'accède au plateau technique du médecin, que j'accède aux soins facilement et que j'ai une prescription, que je suis bien orienté, bien pris en charge à ce niveau-là d'abord. Maintenant, quand le problème persiste et demande une prise en charge, maintenant on pense à l'assurance maladie. Mais il y a ces deux aspects. Au niveau de l'équipement, les bâtiments qui sont construits, ils doivent tenir compte de l'accessibilité. Tous les bâtiments, à partir de 2017, où il y a le décret qui instaure l'accessibilité, doivent tenir compte de l'accessibilité. Surtout les écoles, surtout les centres, surtout les hôpitaux, les hôtels, et là où il y a le public, le grand public aura besoin, c'est dans ce public qu'il y a toujours des personnes handicapées. Donc c'est ça l'inclusion, que tout ce qui est fait pour le public en général doit être accessible aux personnes handicapées. Il y a l'aspect également de l'équipement et de transport. Le transport aujourd'hui, la loi dit que la carte des personnes handicapées donne l'accès au transport, mais il faut que le transport soit accessible. Il faudrait qu'il y ait des transports équipés, spécialement équipés, avec des plaques d'élévation, des plaques des aménagements raisonnables. Il faudrait que ces problèmes soient pris en compte. Et j'en passe. D'autres, tous les ministères doivent ouvrir leurs programmes à cet aspect spécifique pour que les problèmes, les besoins des personnes handicapées soient trouvés. Et selon vous, quels obstacles restent les plus difficiles à surmonter dans la vie quotidienne? Rien n'est difficile. C'est une question de volonté. C'est une question de sensibilisation, d'engagement. Ça ne coûte qu'une petite marge budgétaire. Et il y a une volonté politique pour cette marge budgétaire. Il faut que les planificateurs acceptent qu'aujourd'hui, ils doivent penser à ça. Ils doivent consulter les organisations et travailler avec elles pour savoir les besoins réels de cette population-là et la programmer. Tout ce dont on a besoin, c'est la participation, qui est l'un des principes de la Convention des droits des personnes handicapées. Vous savez, nous sommes État partie de cette convention-là. Cette convention a 8 principes fondamentaux. Et quand on viole l'un de ces principes, on est hors loi. On est dans un sens discriminatoire. Et donc, il faut essayer de connaître ça et de l'avoir devant soi, de travailler dans ce cadre-là. Il faudrait que tous les programmes soient accessibles, que tous les programmes prévoient la participation des personnes handicapées. Tout ce qui doit être fait, il faut qu'on consulte les organisations des personnes handicapées pour savoir est-ce que cela peut soit adapté à leurs besoins. Mais si on conçoit les problèmes sans faire appel aux organisations qui représentent les personnes handicapées, il est évident que ces programmes-là ne seront pas du tout adaptés aux besoins. D'où l'intérêt de respecter le principe de participation. Nous, tous ceux que nous n'avons pas participé, nous ne sommes pas, c'est pas pour nous. Il faut vous inclure. Tout ce qui est fait pour nous sans nous, c'est contre nous. C'est pas forcément contre vous, mais c'est juste une chose à rectifier. De fait. De fait. Merci. Monsieur le directeur. Pouvez-vous nous expliquer
l'impact de l'intégration du handicap dans le recensement général en 2024? Très bien, ça c'est une question fondamentale parce que la question des statistiques, comme vous le savez, est une question fondamentale. Sans données statistiques fiables, on ne peut pas planifier. On ne peut pas planifier des politiques, des programmes, des actions pour les personnes handicapées. Donc, comme par le passé, on a eu un peu à souffrir du manque de données. Peut-être que les recensements, les enquêtes par le passé n'ont pas pris en compte les approches ou les méthodes qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir fournir des résultats, vraiment des chiffres exacts, des données fiables, exhaustives, désagrégées, qui pourront être mieux utilisées dans la planification des besoins des personnes handicapées. Donc dans les politiques et programmes. Bon, il faut dire que le recensement de 2024 est un recensement, en tout cas, que tous les acteurs ont apprécié et reconnaissent que ça a donné des résultats quand même probants, des résultats assez significatifs, des résultats réels, c'est-à-dire qui reflètent quand même plus ou moins la réalité. Parce que, comme l'a dit le président, il y a eu l'implication de la fédération, donc qui représente un peu les organisations de personnes handicapées. Donc, au niveau un peu de la sensibilisation surtout, il faut dire aussi que l'élaboration des outils de collecte du recensement ont aussi impliqué, le MASEF a été impliqué et bien sûr, les questionnaires ont été partagés avec les membres de la fédération. Donc, il faut dire que la nouvelle donne, c'est qu'ils ont intégré au questionnaire la méthode du Washington Group. Donc, il y a une méthode de collecte de données faciles, simplifiées, avec des questions courtes qui sont faciles à poser. Parce que les recensements précédents ou les enquêtes, l'enquêteur posait des questions directes, donc qui étaient des questions gênantes, donc qui ne permettaient pas d'avoir l'information exacte. Donc, il faisait que les gens ne sont pas prêts à répondre ou sont en tout cas essayent de cacher un peu qu'ils ont des personnes handicapées. Donc, c'est des questions très faciles, courtes, que n'importe quel enquêteur peut poser et qui ne sont pas gênantes pour l'enquêteur, mais aussi pour les familles. Donc, elles peuvent les recevoir facilement. Par exemple, on pose une question à titre d'exemple. Est-ce que vous avez des difficultés à marcher, à se lever, à s'asseoir, à monter les escaliers? Donc, à travers ça, les réponses, etc., on pourra classifier la nature de l'handicap, le type, le degré, etc. etc. Donc, ce questionnaire-là a contribué vraiment à mieux identifier les personnes handicapées. Donc, à avoir vraiment les chiffres quand même qui est assez représentatif parce que les données le premier recensement de 2013 nous avait donné un chiffre de 1%, pas 0,96%, donc et on sait les conditions dans lesquelles s'est déroulé le recensement. Donc, les enquêteurs n'ont pas été formés. Parce que pour travailler avec un groupe donné, un groupe cible donné, comme les personnes handicapées, il faut connaître ce groupe. Il faut le connaître. Il faut connaître ses problèmes. Il faut connaître la typologie des handicaps. Il faut connaître un peu leurs problématiques en général. Donc, or, si les enquêteurs ne connaissent pas ça, et ils ne sont pas formés, et les populations ne sont pas sensibilisées, le résultat, il est certain qu'il sera biaisé. Et c'est pour ça qu'on a eu ces chiffres-là. Et lors du dernier recensement, il y a eu des recommandations, il y a eu, en tout cas, on a attiré l'attention de la fédération, le ministère, l'attention de l'Agence nationale chargée des statistiques, l'ANSAT, donc qui vraiment a essayé de prendre en compte un peu ce souci-là. Et c'est pourquoi on a eu un chiffre un taux de plus de 10% de la population, donc 500
000 et quelques personnes handicapées en Mauritanie. Et donc ça montre que vraiment c'est une population importante. Et donc ça va faire qu'elle va constituer une priorité dans les politiques et les programmes. Voilà. Maintenant, en quoi la convention signée entre le MASEF et la délégation Taazour dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées va-t-elle contribuer à améliorer la situation des enfants handicapés du Centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés? Très bien. Comme vous le savez, ce centre qui est chargé de l'enseignement, l'éducation spécialisée des enfants handicapés est un centre national, mais qui n'est pas encore déployé au niveau national. Donc, il a des antennes dans certaines wilayas. Donc, il a un certain nombre de centaines d'élèves de différentes catégories. Les enfants sourds, les enfants aveugles, les enfants autistes, les déficients intellectuels, les enfants trisomiques, etc., etc. Ils ont, tous les enfants à besoins éducatifs spéciaux, donc handicapés, qui ont besoin de l'éducation spécialisée, donc qui ne peuvent pas pour le moment intégrer l'école ordinaire. Donc, ce centre qui a cette mission d'enseigner, de former un peu cette catégorie, dispose d'un ensemble d'un programme pédagogique et des enseignants formés, spécialisés, dont certains ont été formés, comme je l'ai dit tantôt, à la nouvelle École nationale de l'action sociale. Mais il faut dire que le centre offre un certain nombre de services aux enfants handicapés. Comme vous savez, les enfants handicapés qui sont accueillis au niveau de ce centre sont généralement issus de milieux pauvres. Donc, vous savez que l'éducation a un coût, surtout quand il s'agit de l'enfant handicapé. L'handicap crée un coût supplémentaire. Donc, un enfant qui n'est pas handicapé et l'enfant handicapé n'ont pas la même opportunité. Donc, l'enfant handicapé crée un coût supplémentaire. Donc, ce qui fait que cette convention, comme vous l'avez dit, et qui a été signée, l'objectif, c'est un peu de renforcer les capacités du centre, donc en termes de transport des enfants, parce que le centre a besoin de plusieurs moyens de transport, des bus adaptés. Donc, il a des bus, mais cette convention va permettre de renforcer le centre avec 4 nouveaux bus adaptés au transport des personnes handicapées. Mais elle va également permettre d'assurer un peu la prise en charge de la cantine scolaire. Donc, il faut dire qu'à Nouakchott seulement, le centre a plusieurs antennes au niveau de Nouakchott. Comme je l'ai dit, il y a un centre qui s'occupe des enfants aveugles, un centre pour les sourds, une école pour les sourds, une école pour les autistes, une école pour les déficients intellectuels, les trisomies. Donc, tous ces enfants-là, c'est plus de 1000 enfants, c'est des centaines d'enfants, ont besoin de transports réguliers. Donc, il faut les récupérer chez eux, ou en tout cas dans des points de regroupement, parce que ce n'est pas des enfants qu'on peut laisser aller dans la plupart des cas seuls. Donc, ces bus, vraiment, vont contribuer à aussi encourager les familles à amener leurs enfants. Parce que parfois, quand il y a une insuffisance dans les moyens de transport, les familles ont tendance, comme c'est des familles généralement pauvres, elles ont tendance à elles n'ont pas les moyens de transporter l'enfant. Et aussi, comme les bus peuvent être, quand elles ne sont pas suffisantes, ça va se répercuter négativement sur l'éducation de ces enfants. Et donc, nous, notre politique au niveau du ministère, du département, c'est d'encourager les enfants, les familles, à amener leurs enfants à l'école. Parce que l'enfant, qu'il soit handicapé ou pas handicapé, il a toutes les possibilités d'apprendre. Donc, c'est des enfants encadrés. Bon, maintenant, il y aura aussi la cantine scolaire. Il faut dire que cette convention va aussi permettre d'assurer, Taazour va prendre en charge pour les différents centres
du Centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés. Donc il va assurer la cantine scolaire, l'alimentation pour les enfants. Et donc je crois que c'est une convention qui va au final contribuer de manière significative à renforcer l'accueil des enfants, leur prise en charge et le suivi, et améliorer aussi les conditions de vie de ces enfants, parce que leurs familles seront un peu déchargées. Donc les enfants sont accueillis, transportés, bénéficient de nourriture. Et donc ça donne une occasion aux familles de vaquer à leurs besoins, de s'occuper aussi, de voir que leurs enfants ont une opportunité de pouvoir apprendre pour capable de devenir plus tard, d'avancer et d'évoluer dans leur cursus comme tous les enfants de Mauritanie. Merci. Voilà. Monsieur le Président, comment jugez-vous l'efficacité des partenariats entre l'État, la société civile et les partenaires internationaux? Merci. C'est une très bonne question dans le contexte actuel, parce que nous vivons vraiment les fruits de la coopération, parce que si aujourd'hui nous fêtons le premier anniversaire de la stratégie, c'est grâce au partenariat. Et au passage, je tiens à remercier l'UNICEF pour avoir accompagné le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et la Fédération dans d'abord la conception de cette stratégie et parallèlement au renforcement des capacités des familles qui englobent des enfants handicapés, qu'ils soient polyhandicapés ou d'autres catégories. Donc, il faut dire que le partenariat ici a joué un rôle extrêmement important parce qu'il a accompagné les programmes sectoriels. Il a amené un appui technique pour l'élaboration, la conception de la stratégie, et il a continué à appuyer. Donc vous êtes pour que ça soit. Vous êtes satisfait du partenariat entre l'État? Nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous savons que l'article 32 de la Convention s'appuie beaucoup sur la coopération et énonce qu'on ne peut pas réaliser tous les programmes de la Convention sans faire appel à la coopération. Et donc, si la coopération intervient, nous sommes confiants que la stratégie, que la Convention va voir le jour et va être une réalité. Et on sait que nos moyens propres, les moyens de l'État et tout ça, ne peuvent pas, en tout cas dans un laps de temps court, réaliser tout ce qui est à réaliser, compte tenu de l'ampleur des besoins et problèmes. Et donc c'est pourquoi la Convention même a une disposition qui fait appel à l'implication de partenariats pour réaliser ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est une réponse à une préoccupation de la Convention, mais également une préoccupation de la société civile qui a besoin d'un tremplin pour pouvoir contribuer à renforcer, guider ces programmes et à faire un monitoring pour voir l'impact de ces systémiques des programmes sur les personnes handicapées. Et donc, c'est un apport véritablement nécessaire et qui, en tout cas, s'annonce très bien. Peut-être que nous aurons besoin d'autres partenaires, parce qu'il ne faut pas s'appuyer sur un seul partenaire.
nous en profitons pour faire un plaidoyer, un appel pour tous les autres partenaires qui sont encore observateurs pour qu'ils puissent savoir que leur place est là et ils sont concernés, ils sont interpellés pour faire partie. Pour venir. Et je n'oublie pas le secteur privé qui, heureusement, fort heureusement, également vient de marquer le premier pas vers l'emploi et l'autonomisation des jeunes handicapés. Là également, avec Teshril, nous avons l'autre jour, la journée a été l'occasion pour l'agence Teshril de faire un exposé, un panel sur leur politique d'autonomisation et d'emploi des jeunes handicapés avec la participation des acteurs secteur privé. Du secteur privé. Déjà, une dizaine d'opérateurs économiques ont contribué à la caisse, le fonds d'emploi et d'autonomisation des gens. Là également, parce que si on parle de partenariat, il ne faut pas oublier le partenariat national. Il y a des partenaires techniques et financiers, mais il y a également le secteur privé qui a sa place et qui est en train de trouver la piste, de prendre en tout cas, faire les premiers pas pour ce partenariat-là multisectoriel, multiforme. Et on s'en félicite et on encourage en tout cas cette approche. J'espère que si ça continue comme ça, nous n'allons pas être en fardeau à l'État, à la société, mais nous allons chacun met la main et du coup nous retrouvons avec des résultats probants qui en tout cas nous donnent l'espoir. Le directeur a parlé tantôt de transfert monétaire destiné aux enfants handicapés. Est-ce un changement réel sur le terrain? Est-ce que c'est un changement réel sur le terrain? Absolument, absolument. Vous savez, cette intervention est venue, était motivée par l'impact du Covid. Les gens ont été confinés, ils ne sortent pas. Les familles qui ont des personnes handicapées étaient dans une situation assez précaire. Et cette intervention est venue toucher, rentrer dans tous les foyers et aider les gens avec des facilités, avec les registres sociaux, les gens sont trucs, avec cette approche d'éthique aussi, et la technologie nouvelle, ça a facilité. Et donc, je dirais que c'est aussi une forme de protection novatoire qui n'était pas habituelle, qu'on n'a pas connue. Et les familles étaient vraiment satisfaites de cet apport-là. Merci. Je crois que au niveau, nous sommes tout simplement interpellés au niveau de l'intérieur, au niveau des autres régions, qui sont plus ou moins jaloux, qui disent qu'on intervient à Nouakchott, mais eux, ils sont dans les montagnes profondes. Mais fort heureusement, je crois qu'il y a une nouvelle convention signée récemment avec le ministère de l'Action sociale, d'Azor et l'UNICEF, qui va toucher les 12 régions. Ça également, ça fait en tout cas une bouée de sauvetage qui vient s'ajouter aux actions qui étaient là au niveau de Nouakchott. Et là également, c'est une très bonne chose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, le prix d'excellence annoncé, quelles sont ses conditions d'éligibilité et ses objectifs? Très bien. Donc, par rapport au prix d'excellence, je rappelle que c'est pour la première fois en Mauritanie qu'il y ait un prix destiné aux personnes handicapées. Donc, un prix qui est... L'objectif, c'est un peu de cibler, c'est un peu de donner confiance, c'est un peu d'identifier les personnes handicapées ayant des talents, les projets novateurs, etc.
Donc l'objectif, c'est de découvrir les capacités, c'est de donner l'opportunité aux personnes handicapées de pouvoir montrer un peu leur talent, leurs compétences, leur capacité à innover, donc à présenter un certain nombre de productions qui sont valables scientifiquement et qui seront reconnues. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'au niveau de la Mauritanie, nous sommes interpellés, nous participons toujours au niveau international, au niveau des pays arabes, au niveau sous-régional. On est invité à participer à plusieurs compétitions qui nécessitent que nos talents puissent participer à ces compétitions. Donc participer, ça veut dire les talents avec une production, participer avec des œuvres, participer avec des productions scientifiques. Donc, ils répondent aux normes. Donc, si on ne prépare pas les personnes handicapées, bien entendu, les personnes handicapées, il y a plusieurs, il y a des compétences, il y a des gens qui ont des capacités, mais il faut, comment dirais-je, il faut stimuler cela. Il faut stimuler ça, il faut donner l'opportunité. Donc, il faut encourager cette catégorie-là qui vraiment va contribuer à montrer que l'handicap n'est pas une fin, ou l'handicap, la personne handicapée a des capacités, a quelque chose à prouver. Et donc, en mettant en place ce prix-là, donc le prix va venir encourager les personnes handicapées à essayer de faire ressortir un peu leur talent, à essayer de s'orienter vers ce genre d'activité avec l'innovation, les technologies innovantes, les projets structurants, etc. Donc le prix est tout d'abord consacré par un budget qui est prévu au niveau du budget, au niveau de la loi des finances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez parlé de quelles sont les conditions, les modalités, etc. Donc je pense que comme ça vient d'être fait, donc c'est pour 2026, Inch'Allah, je pense que plus tard, il y aura les actes réglementaires nécessaires qui vont organiser le fonctionnement de ces prix, l'attribution, la participation, les conditions d'éligibilité, etc. Donc il y aura un texte, soit un arrêté, soit qui va définir ça, et la forme de l'organisation qui va piloter un peu cette compétition, ce prix, jusqu'à, en tout cas en termes de budget, je sais qu'il y a un budget qui est consacré. D'accord. Pour le prix consacré aux personnes handicapées. Maintenant, quel progrès observe-t-on dans l'accès à l'éducation spécialisée et aux équipements de mobilité? Bon, par rapport à l'éducation spécialisée, comme je l'ai dit tantôt, il faut dire qu'il y a eu des progrès énormes. Donc, pour mesurer tous ces progrès, on part du fait qu'il y a des budgets qui ont été consacrés annuellement, mais qui ont augmenté au fur et à mesure. Mais également, le nombre, les capacités d'accueil ont évolué, ont augmenté. Les services offerts ont augmenté. Les spécialistes ont augmenté, puisque j'ai dit qu'il y a une école nationale de l'action sociale qui a été créée il y a 3 ans. Donc, il y a eu à former une promotion dans les différentes spécialités, les éducateurs en langue des signes, les éducateurs en technique braille et les animateurs dans le domaine social, etc. Donc, toutes ces ressources humaines sont venues renforcer l'éducation spécialisée. Donc, ont permis de donner plus de capacité au centre pour pouvoir un peu se redéployer. Parce que, comme l'a dit le président, généralement, nos services
souvent sont un peu limités à Nouakchott, mais parmi les acquis, c'est que le centre dispose de ramifications dans certaines wilayas. Bon, il faut dire aussi que parmi les acquis, c'est qu'il y a quelques années, nous, on n'avait que 2 catégories, on s'occupait de 2 à 3 catégories d'handicap. Les enfants sourds, les aveugles et les enfants des déficients intellectuels. Mais actuellement, on a eu de nouveaux cas de typologie d'handicap, tels que les autistes, qui auparavant n'existaient pas. Donc, ça a nécessité des efforts supplémentaires, des budgets, parce qu'il faut reconnaître que l'enseignement, la formation de ces catégories d'enfants dans le domaine de l'éducation spécialisée nécessite des moyens, nécessite des spécialistes qui coûtent cher et qui ne sont pas fortement toujours disponibles. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu des budgets, mais aussi que plusieurs centres ont été créés qui s'occupent de l'éducation spécialisée. Dans ces centres, certains sont rattachés aux associations, certaines associations qui dépendent, qui sont affiliées à la Fédération des personnes handicapées. Donc, ça, c'est un atout considérable. Il faut dire aussi que parmi les acquis, que l'État accorde une subvention à la Fédération des personnes handicapées, dont une partie non négligeable est orientée vers des associations qui s'occupent de l'éducation spécialisée. Donc, ils contribuent aux côtés de l'État, du centre, à appuyer le système d'éducation spécialisée. Donc, ça fait que, en plus de l'augmentation des besoins, qui est davantage exprimée par les familles, comme on l'a dit, comme l'a dit tantôt le président, beaucoup de familles avaient tendance à cacher leurs enfants. Donc, avec un peu ces acquis-là, il faut dire parmi aussi les acquis que les enfants maintenant bénéficient de certains services, dont la bourse scolaire. Donc, avant, la bourse scolaire n'existait pas. Maintenant, avec cette bourse scolaire qui est donnée à chaque enfant, encourage les familles donc à amener leurs enfants. Il faut dire aussi que parmi les acquis, à un moment donné, le nombre de bus était très limité, insuffisant. Mais il faut dire qu'il y a eu plus d'une dizaine de bus qui adaptés, qui ont bénéficié au centre ces 2-3 dernières années. Donc, tout ça, nous considérons que c'est vraiment un acquis qu'il faut consolider. Bien sûr, il faut renforcer. Merci. Monsieur le Président, quelle amélioration votre fédération recommande-t-elle concernant l'accès aux services de santé et d'éducation? Des recommandations? Bon, au risque de me répéter, je crois que j'ai parlé de cette question-là, peut-être de façon prématurée, peut-être, mais l'amélioration des services de santé, de l'éducation et tout ça, ça va avec les moyens qui seront, en tout cas, programmés pour renforcer les capacités des structures de la santé, pour que à ce niveau-là... Au niveau des transports, des hôpitaux. Et au niveau également de l'éducation, parce qu'il faudrait que le personnel formé soit mis à la disposition des écoles, pour que chaque enseignant puisse prendre en charge dans sa classe un enfant à éducation différenciée. Il faudrait qu'il y ait un module de formation dans les écoles de formation, l'ENI, l'ENS, pour que toutes les promotions sortent avec des notions fortes pour prendre en charge les enfants à éducation différenciée. Et ça permet vraiment l'inclusion. C'est ça les moyens de l'inclusion. Les moyens de l'inclusion, c'est pouvoir décentraliser complètement
cette question-là et progressivement d'intégrer les enfants avec des besoins éducatifs spéciaux dans des classes ordinaires. Et ça peut se faire parce que les manuels sont adaptables, parce que les formateurs doivent recevoir une formation dans les écoles de formation, et l'environnement aussi doit être adapté. On doit assurer l'accessibilité, on doit sensibiliser le milieu scolaire, du directeur jusqu'au planton gardien de l'école, pour qu'ils puissent accueillir des enfants pour qu'ils puissent les accompagner, pour que ça ne soit pas quelque chose d'étrange dans un milieu. Quand on vient que ça... Et je crois que un des préalables aussi pour ça, c'est de le faire de manière précoce. La petite enfance, dans les jardins, qu'on puisse amener les enfants avec des handicaps dans les jardins, pour que les enfants à bas âge intègrent et s'adaptent à ces enfants-là. Et comme ça, ils grandissent ensemble et ils ne peuvent plus remarquer qu'il y a une différence. Ça, c'est ça le truc. Mais quand on attend à un certain âge, qu'on amène un élément qui ça va créer la curiosité, les trucs de rejet. Donc, moi, je crois que pour renforcer, améliorer ce truc-là, il faut vraiment donner les moyens suffisants pour que les structures soient vraiment à même d'accueillir ces enfants-là. Et préparer en amont les milieux, que ce soit le milieu médical que le milieu scolaire. Donc, là où on voudrait que les gens... Il faut adapter ces structures-là. Et il faut faire de l'aménagement raisonnable la même question que l'accessibilité. Parce qu'il y a l'accessibilité, mais il y a ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. C'est déblayer le terrain pour que tout le monde, pour que ça soit universel, pour que moi je puisse évoluer ici sans obstacle, sans faire appel à Mohamed, venir apporter, non. Mais dans les milieux où il y a l'aménagement raisonnable, moi je peux me déplacer sans que personne ne se rende compte. Je suis aveugle, je suis dans un bureau, je dois avoir un ordinateur avec un programme adapté aux aveugles, sans que je fasse appel à quelqu'un, il faut me faire ça. Donc, il faut qu'il y ait une conception universelle qui permet à chacun de pouvoir évoluer dans son milieu, faire son travail. Sans attirer l'attention. Merci. Oui. Et selon vous, la culture de respect de la diversité progresse-t-elle dans notre pays? Oui, bon, ça progresse bien sûr, peut-être lentement, mais peut-être aussi sûrement, parce que nous sommes on commence à comprendre les phénomènes, on commence à l'accepter, malgré certains milieux qui ne sont pas encore... mais on sait que ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une question de culture, une question de changement de regard, de changement de comportement. Et ça prend du temps. Et c'est pourquoi nous insistons sur la sensibilisation, nous insistons sur le plaidoyer, sur l'action communautaire. Et là, progressivement, tout le monde va s'adapter, va comprendre, changer son regard pour la question. Et du coup, ça devient ordinaire, un problème ordinaire. Un problème ordinaire. Mais ça, il faut laisser le temps
sans dormir sur ses oreillers. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Et le plus long voyage du monde commence par un pas. Et il faudrait qu'on fasse le pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, quels sont aujourd'hui les défis prioritaires que doit relever l'État pour consolider une société inclusive? Bon, je crois que les défis aujourd'hui, c'est d'abord œuvrer à lever les barrières environnementales, les barrières que la société elle-même dresse devant l'inclusion des personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées, comme on le dit très souvent, que l'handicap n'est pas l'attribut de la personne, mais l'handicap provient de l'interaction de la personne handicapée avec son environnement, donc qui crée des barrières, différents types de barrières, et donc ce sont ces barrières, comme vient de dire le Président, qui empêchent la personne handicapée de participer, d'avoir accès aux bâtiments, d'avoir accès à la technologie, de pouvoir, quand c'est des enfants, aller à l'école, donc il n'y a pas d'aménagement raisonnable, il n'y a pas d'accessibilité. Donc, les barrières psychologiques liées à la stigmatisation. Donc, toutes ces barrières, ce sont toutes ces barrières-là qui font qui constituent un défi réel devant l'inclusion sociale des personnes handicapées. Donc, maintenant, pour lever ces barrières, pour venir à bout de ces défis, je pense qu'il faut, ensemble, tous les acteurs doivent œuvrer à ce que la nouvelle stratégie d'inclusion soit exécutée de manière concertée, de manière inclusive et de manière à ce qu'elle prenne en compte les droits des personnes handicapées. Et c'est à ce prix-là qu'on va aboutir à une société de plus en plus inclusive, sans barrière devant les personnes handicapées. Merci beaucoup. Je considère que c'était votre mot de fin. Monsieur le Président, en 30 secondes, parce que le temps qui nous est imparti est fini, si vous avez un message à adresser aux décideurs et à la société pour renforcer l'inclusion et l'égalité des chances. Merci beaucoup. Si j'ai un mot à dire, c'est que nous sommes bien partis, que nous demandons à tous les acteurs, quel que soit leur niveau de responsabilité, sachent que les problèmes des personnes handicapées sont des problèmes de communauté, de cette communauté-là, et que les personnes handicapées font partie de la communauté, et il faut les prendre en charge, parce que nous sommes appelés à prendre en charge tous nos membres. Et nous sommes des membres de cette communauté-là. Et savoir également qu'on gagne plus quand on investit sur ces personnes-là que si on investit ailleurs. Parce que nous pouvons amortir l'investissement dans un laps de temps très court et nous prenons notre part. Parce que nous ne pouvons pas payer le luxe de laisser 10% de notre population à l'oisiveté, à la dépendance. Ça, c'est économiquement parlant, n'est pas du tout cohérent. Et donc, souvent les gens voient sous l'angle de social qu'il faut faire ça socialement, mais aussi économiquement. Quand on investit sur l'être humain, qu'il soit handicapé ou non, il devient un acteur de développement. Il contribue. Nous ne pouvons pas payer ce luxe de laisser une grande partie de notre population à l'oisiveté. Ça, c'est pas notre développement. Ne peut plus être harmonieux, ne peut plus être... et l'équité aussi. Donc, à tout point de vue, quand tout le monde met la main pour que nous partons ensemble, nous allons en tout cas relever le défi. Nous allons construire ensemble ce pays-là et nous n'aurons pas à laisser beaucoup de déchets. Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.